Nous sommes en 2008. Un certain Satoshi Nakamoto publie un papier scientifique de moins d'une dizaine de pages sur Internet qui va révolutionner le monde des crypto-anarchistes et au-delà. Ce papier décrit une nouvelle monnaie, le Bitcoin. Alors, ce papier est toujours accessible en ligne aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai voulu me renseigner sur le Bitcoin. Je l'ai lu. Et franchement, j'ai rien compris. J'ai rien compris la première fois, la deuxième fois, et au bout de 3-4 fois, on peut finir par comprendre quelques bribes. C'est pas si compliqué au final, mais c'est d'une vraie richesse, parce qu'il y a beaucoup d'inventions dans le fonctionnement du Bitcoin. Ce Satoshi Nakamoto, personne ne sait qui il est. C'est un pseudonyme. C'est pour ça d'ailleurs que ça alimente les rumeurs les plus folles. On va laisser de côté le problème de la paternité du Bitcoin pour l'instant, et se concentrer sur le fonctionnement même du Bitcoin. À l'intérieur, il y a beaucoup d'innovations, je vous disais, et l'une d'elles, la principale, que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain ? Imaginez un livre de compte. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un livre de compte ? C'est un livre dans lequel on écrit qui a donné combien d'argent à qui, à quel moment. Par exemple, dans un livre de compte, comme celui-ci, je vais écrire, première page, le 1er août, Alice a donné 250 € à Bob. Et le 3 août, Bob a donné 30 € à Carole. Et ainsi de suite, page après page, on écrit qui a donné à qui. Ça, c'est un livre de compte. Eh bien, le Bitcoin, ça fonctionne sous forme de très gros livres de compte. Alors, évidemment, pas un livre papier comme ce que j'ai entre les mains, mais un fichier informatique. Un très gros fichier informatique qui écrit tout l'historique des transactions. Avec le Bitcoin, n'importe qui peut retrouver qui a échangé de l'argent à qui, à tout moment, depuis le tout début du Bitcoin. Mais du coup, on ne sait pas de combien chacun dispose. Eh bien si, justement. Parce que c'est écrit dans le livre. En premier, Alice donne 250 € à Bob. Et ensuite, Bob donne 30 € à Carole. Eh bien, en suivant l'argent, on sait combien d'argent il va rester à Alice, combien il va rester à Bob et combien il va rester à Carole. C'est comme ça qu'on sait qui possède combien d'argent dans le Bitcoin. On regarde juste la circulation de l'argent et on peut deviner par déduction, soustraction, addition, combien d'argent dispose chacun. Évidemment, il y a un problème. Vous voyez bien que la place dans un livre est limitée. Que se passe-t-il quand on a fini par remplir toutes les feuilles du livre ? Eh bien, c'est là que les autres livres arrivent à la rescousse. On en rajoute un, le livre numéro 2, le livre de compte numéro 2, et ensuite on en rajoute un autre, le livre de compte numéro 3, et ainsi de suite. Ces livres, dans le monde du Bitcoin, sont appelés des blocs. Et comme ils s'enchaînent, on a appelé ça la blockchain. Chaque livre est la suite du livre précédent. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque livre possède un résumé du livre précédent. Donc chaque bloc possède un résumé du bloc précédent au début. C'est ainsi que, par exemple, au début du livre 2, je mets un résumé du livre 1. Et au début du bloc 3, du livre 3, je mets un résumé du livre 2 qui contient lui-même un résumé du livre 1. Les blocs s'enchaînent comme ça grâce à ce système de résumé, ce qui permet d'assurer la continuité entre tous les livres de compte. Ce que vous voyez là, c'est le concept même de la blockchain. C'est l'une des innovations majeures derrière le Bitcoin. Mais ce n'est pas la seule. On emploie beaucoup le mot blockchain dans la presse, dans les médias, parce que c'est un mot, un buzzword, parce qu'on a tendance à vouloir beaucoup l'utiliser pour signifier quelque chose de nouveau. Mais j'insiste là-dessus, la blockchain est une des innovations du Bitcoin, mais pas la seule. Mais comment faire pour résumer tout le livre 1 au début du livre 2 ? Comment se fait-il que ça puisse tenir sur un simple post-it ? C'est une bonne question. Effectivement, comment est-ce qu'on fait pour faire tenir tout le contenu d'un livre sur un post-it dans un résumé ? C'est là qu'interviennent les hashes à la rescousse. Si vous avez déjà programmé, vous connaissez un peu le concept. Mais pour ceux qui n'ont jamais programmé, laissez-moi vous faire une brève explication. Les hashes sont des fonctions mathématiques. On met des données en entrée, on passe à la moulinette, et en sortie, on a un résultat. Ici, je peux mettre mon livre en entrée, le passer à la moulinette, et en sortie, récupérer un nombre, un très grand nombre, qui représente le contenu du livre 1. C'est ce que font les fonctions mathématiques de hash. Grâce à ce concept, on peut du coup hacher un gros livre comme Les Misérables de Victor Hugo et le faire tenir sur un simple post-it. Mais quel intérêt ? Parce que c'est rien qu'une suite de chiffres et finalement pas vraiment un résumé.
Alors, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment une suite de chiffres aussi courte qui tient dans un post-it peut parvenir à résumer tout le contenu d'un livre. En plus, je vous l'ai dit, on peut prendre n'importe quelle taille de livre, on peut prendre par exemple Les Misérables de Victor Hugo, qui est un très gros livre, et le faire tenir dans une suite de chiffres qui tient elle aussi dans un post-it. C'est la même taille de suite de chiffres. Et c'est le concept de la fonction mathématique de hachage. Elle prend n'importe quelle taille de contenu et elle en met un résultat sous forme d'une suite de chiffres relativement petite. Cette suite de chiffres, on ne peut pas retrouver le contenu d'origine avec. C'est clair qu'avec une vingtaine de chiffres, par exemple, je ne peux pas retrouver Les Misérables de Victor Hugo. Par contre, ça permet d'assurer l'intégrité de la donnée. C'est-à-dire que si une autre personne arrive avec un livre qu'elle prétend être Les Misérables de Victor Hugo, eh bien, je vais pouvoir le passer à la moulinette de hachage et comparer le résultat de sortie avec celui que j'avais déjà enregistré pour vérifier que c'est bien le même livre. L'intérêt de la fonction de hachage, c'est que si on change ne serait-ce qu'une virgule dans le livre, alors le nombre final n'a rien à voir. Et donc on peut dire que le contenu a été altéré. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le contexte de la blockchain ? Eh bien parce qu'on veut s'assurer que personne ne va modifier les livres précédents. Pour dire par exemple, Alice en fait elle m'a pas envoyé 250 €, elle m'a envoyé 1000 €. Grâce à ce mécanisme, on s'assure que personne ne peut modifier le livre d'origine, parce que si je modifie une seule valeur, alors le résumé qui est au début du livre 2 va changer, et du coup, le résumé qui est au début du livre 3, qui comprend le contenu du livre 2 avec le résumé du livre 1, va lui aussi changer. C'est comme ça qu'on assure l'intégralité du contenu de la donnée, et qu'on est sûr que, à partir du livre même 1500, si quelqu'un a modifié le livre numéro 2, alors l'ensemble des résumés serait faussé, et donc on sait que quelqu'un a essayé de tricher. Dans la pratique, le premier bloc a été créé par Satoshi Nakamoto lui-même au tout début de l'année 2009. Et puis ensuite, toutes les 10 minutes environ, un nouveau bloc a été créé et a été rajouté. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de blocs dans la blockchain et ça ne fait qu'augmenter. Et est-ce qu'à un moment, on ne va pas manquer d'espace de stockage avec toutes ces données ? Alors non, vous inquiétez pas. Le contenu d'un livre compressé sur l'ordinateur, ça prend vraiment très peu de place. Et ajouter des centaines de milliers de fois, ça prend pas tellement de place que ça. J'ai pu moi-même télécharger l'intégralité de la blockchain sur mon disque dur, il y a de la place. Et l'espace de stockage augmentant au fil des années, c'est vraiment pas un problème. Ça va ? Vous suivez toujours ? Allez, faites une pause, respirez un grand coup, on n'a pas fini de découvrir les secrets du Bitcoin. Dans le prochain chapitre, on parlera non pas de la blockchain, mais d'autres concepts novateurs intégrés au Bitcoin.